Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. You are on to Equinox Television. We are broadcasting from our Equinox Central News Desk. Ladies and gentlemen, it is a bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La lutte contre la corruption se porte bien au Cameroun. L'assurance est du président de la Commission nationale anticorruption, Dieudonné Massigam, en veut pour preuve le nombre croissant de dénonciateurs qui traduit à ses yeux l'importance que la population accorde à la lutte contre ce fléau au Cameroun. D'autres précisions avec Rodrigue Ngassié à Exiré. Bientôt, l'application de l'article 66 de la Constitution pour donner un coup d'accélérateur à la lutte contre la corruption. Le président de la Commission nationale anticorruption qui rapporte l'information se réjouit de la signature par le président de la République de la Convention de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. Le 1er avril 2020, le chef de l'État a signé ou ratifié la Convention de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption qui ouvre davantage, beaucoup plus de portes et qui donne plus d'importance à la lutte contre la corruption, y compris l'implémentation de l'article 66 dont les Camerounais ont souvent eu à parler. Pour la Commission nationale anticorruption, la lutte contre la corruption prend de l'ampleur au Cameroun. La CONAC en veut pour preuve le nombre de dénonciateurs qui a considérablement augmenté et les milliards engrangés grâce aux mécanismes mis en place pour traquer les fraudeurs. Le nombre de dénonciateurs est passé de 400 en 2010 à 23 000 en 2020. C'est important. En plus, la CONAC, avec les structures de lutte contre la corruption dans le pays, a permis que l'État évite de perdre suffisamment d'argent sur certains marchés, sur des fonctionnaires fictifs, sur des surfacturations. Et on a gagné des milliards. Et ces milliards sont utiles pour des investissements à l'intérieur de la nation. Mais la Commission nationale anticorruption reconnaît que les résultats engrangés ne sont pas le fait de ses seuls efforts. La CONAC salue l'action des populations qui prennent elles aussi au sérieux la lutte contre la corruption au Cameroun. Accès à l'espace aérien de ses 27 pays membres, l'Union européenne maintient la fermeture de ses frontières en cette période de Covid-19. Seuls les diplomates, personnels sanitaires, mais également certains acteurs de l'économie sont autorisés à voyager vers l'Europe. Le représentant de l'Union européenne l'a réitéré au cours d'une concertation entre la délégation de l'Union européenne à Yaoundé et deux membres du gouvernement. Le compte-rendu de cette rencontre avec Rodrigue Ngassi, Joël Essengue et Gizogo. C'est une rencontre de haut niveau qui vient de réunir le ministère des Relations extérieures et les représentants des pays de l'Union européenne accrédités au Cameroun au sujet des échanges entre les deux parties en pleine pandémie de Covid-19. Au cours de cette rencontre élargie aux ministres camerounais de la Santé publique et des Transports qui y ont fait des présentations, l'Union européenne s'est dite rassurée. Il était très utile d'entendre des vives voix de la part de ces deux ministres responsables, leur bilan des mesures déjà prises et des protocoles en cours en ce qui concerne par exemple l'aéroport de Yaoundé. Ce qui intéresse aussi côté européen, c'est l'évolution de la pandémie au Cameroun, comme s'intéresse le Cameroun, comment évolue la pandémie en Europe. Donc dans ce sens, c'était un échange utile. Fort de ces échanges, l'Union européenne n'annonce pas encore la réouverture de ses frontières et se limite pour le moment à une évaluation régulière de la situation avec Yaoundé. Nous avons obtenu un certain nombre d'informations que nous allons transmettre à nos sièges respectifs, étant donné qu'il y a un processus en cours de réévaluation régulière de la situation en vue de considérer la libéralisation davantage des échanges des passagers. En attendant, du côté de l'Union européenne, il est précisé qu'un certain nombre de voyages impératifs sont autorisés. Pour le moment, il y a une catégorie de
voyage essentiel à titre exceptionnel qui existe, par exemple pour des catégories comme des personnes du secteur de la santé, pour les diplomates, pour les personnes spécialisées dans certains secteurs de l'économie. Ce sont des exceptions qui se pratiquent déjà. Pour les autres catégories de l'Union européenne et aussi le Cameroun sont en train d'évaluer l'évolution de la situation. Si l'Union européenne s'est exprimée assez clairement sur sa position au sujet de l'entrée à ses frontières à partir du Cameroun, en retour, Yaoundé n'a rien laissé filtrer à ce sujet. Jusqu'ici, seuls les vols commerciaux de la compagnie aérienne française Air France ont repris avec le Cameroun pour la période allant du 4 mai au 30 juin, vraisemblablement renouvelée. Il faut rappeler que cette concertation intervient après que le Gabon et le Sénégal avaient fermé leurs frontières aux pays de l'Union européenne selon le principe de réciprocité diplomatique. Et la Banque des États de développement des États de l'Afrique centrale prépare l'après-Covid-19. La BDEAC vient d'approuver un déblocage de 155 milliards de francs CFA en faveur des pays de la sous-région, des fonds destinés à soutenir ces pays dans leur riposte contre la pandémie du coronavirus, mais aussi la réalisation des projets de développement dans les secteurs sociaux. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan et Séverin Chouban. Ce sont 13 propositions de financement de projets qui ont été approuvées par le conseil d'administration de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. L'enveloppe de ces crédits est de 155 milliards de francs CFA, dont 90 milliards uniquement destinés à appuyer les plans nationaux de lutte contre le coronavirus. Les États devaient élaborer des plans de riposte pour qu'ils puissent mieux combattre la pandémie et renforcer leur système de santé. Les projets à financer se recensent donc prioritairement dans les secteurs de la santé, de l'eau et de l'assainissement. Mais la banque dit s'inscrire dans la préparation de la relance économique après la crise sanitaire. Les 65 milliards de francs CFA restants seront orientés vers le financement des projets de développement dans les secteurs de l'agro-industrie et des transports. Après la pandémie, il faudra que les économies remontent, il faudra que l'emploi soit créé. C'est pour cela que nous n'avons pas abandonné le financement aussi des secteurs productifs. Et le fait des mesures barrières de Covid-19 qui ont empêché maintenant les déplacements, qui ont empêché les transports, qui ont mis en arrêt les structures productives, etc., effectivement, vont affecter le gouvernement, vont affecter les opérateurs. L'incidence chiffrée de la pandémie sur les économies de la CEMAC sera évaluée par la BDEAC. Le rythme d'exécution de ces projets dans la sous-région est hypothéqué par les restrictions liées au Covid-19. Mais son plan stratégique 2017-2022 reste le cap. Pandémie de coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé dote la région du littoral des concentrateurs d'oxygène, masques de protection, thermoflash et gants de soins. Désormais, la région du littoral, classée deuxième région du pays la plus touchée avec 2340 cas positifs de Covid-19, pourra faire face à des cas sévères de la maladie à coronavirus, assister les malades en leur fournissant de l'oxygène lors des interventions chirurgicales, la réanimation des patients dans un état critique. Je vous invite à suivre la réaction du docteur Dissongo Jean II. Il est délégué régional à la santé publique pour le littoral. Nous recevons un don de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire que le don a déjà été réceptionné par Monsieur le ministre de la Santé. Et il était question que la répartition régionale soit faite et les partenaires sont venus accompagner la partie qui revenait à la région du littoral. Et nous également, au niveau de la région, nous réitérons notre gratitude à l'endroit de notre partenaire, d'autant plus qu'il s'agit de concentrateurs d'oxygène qui, nous pensons, vont nous aider à améliorer la prise en charge des malades dans le cadre de cette pandémie. Il s'agit ici des concentrateurs d'oxygène qui vont servir surtout dans le cadre
la prise en charge des patients nécessitant une assistance respiratoire en oxygène. Et nous savons que c'est dans cet état critique très souvent que décèdent les patients souffrant de Covid-19. Donc c'est pour ça que nous saluons grandement cette initiative qui certainement va nous permettre de réduire la mortalité due à cette maladie. Réhabilitation de la voirie de Berthois, les concessionnaires à l'origine du retard accusé par les travaux. La difficulté à déplacer les réseaux ne permettra pas au groupement d'entreprises chargé de livrer le chantier de le faire à date. Il en va de même des équipements marchands et jardins publics. Le constat vient d'être fait par le maire de la ville. D'autres précisions avec Benjamin Essan. Ce pont de Singe était un passage obligé pour tous les piétons du quartier Monou 2. Situé dans un grand marécage, ce quartier était sujet à des inondations en période de pluie. C'est désormais un souvenir, bien que certains continuent à arpenter le pont de Singe. Avec le projet CD2 Capitale Régionale, un pont de haute facture vient d'être construit sur la rivière Diandombe. Vraiment, nous sommes très fiers de l'évolution de cette route. Parce qu'avant, on passait le temps à monter sur les planches là. Et ça nous prenait franchement du temps. Et le plus souvent même, on empruntait même la route. On faisait les dépenses pour passer par la grande route. Bon, maintenant, avec l'arrivée de la route, si franchement, nous sommes fiers. Lorsque vous voyez derrière moi, constatez qu'avant les populations passaient sur le pont de Singe. Et lorsque nous voyons ces travaux, nous osons croire que d'ici peu, n'est-ce pas, tout va bien se passer et que les populations vont bien se mouvoir. Les jardins publics en chantier vont aussi révolutionner le quotidien des populations de la capitale régionale. Vous savez qu'à Berthois, il manquait ce genre de lieu de divertissement des populations. Donc, comprenez avec moi qu'il fallait, n'est-ce pas, en créer. Et je crois que pour les populations, sera très bien. La construction des équipements marchands, le bitumage des routes, des travaux qui évoluent non sans difficulté. À l'étranger, au Mali, l'imam Mahmoud Diko, figure centrale du mouvement de contestation M5, lance un appel au calme après les violences enregistrées le week-end dernier et dont le bilan fait état de 11 morts. Jean-Paul Chouniac nous en dit un peu plus. Malgré des signes d'ouverture et d'apaisement du chef de l'État malien, l'opposition politique continue de revendiquer la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Elle reproche au président de la République sa mauvaise gestion du pays en proie à une série d'attaques djihadistes. Depuis son arrivée au pouvoir, la contestation des résultats des élections législatives, c'est le déclencheur d'une vague de manifestations que vit le Mali depuis un mois avec le M5, le mouvement du 5 juin, avec en tête de file le très influent imam Mahmoud Diko, soutenu par une partie de la société civile malienne, l'opposition politique et des leaders religieux appelant tous à la désobéissance civile dans le pays. Face aux vives tensions qui ont secoué le Mali ce week-end, le chef de l'État dissout la Cour constitutionnelle incriminée dans l'annulation partielle des législatives. Je continuerai de privilégier le dialogue avec toutes les forces vives de la nation pour la mise en place d'une équipe gouvernementale consensuelle composée de cadres républicains et patriotes et non de casseurs et de démolisseurs du pays. Le Mali mérite mieux que ça. Ibrahim Boubacar Keïta a même promis de réexaminer ses résultats à l'origine de la crise, a annoncé son premier ministre Boubou Cissé au cours de sa descente dans un quartier saccagé par des manifestants. L'opposition rejette toutes les propositions et réformes institutionnelles du président de la République et exige la dissolution du Parlement et le départ du pouvoir de Ibrahim Boubacar Keïta. Nous restons mobilisés parce que la répression renforce notre détermination et nous allons continuer avec notre mot d'ordre jusqu'à la fin du régime Ibeka, qui est un cancer aujourd'hui pour tout le Mali. En l'espace d'un mois, l'homme fort de Bamako s'adresse ainsi à la nation pour la 4e fois, depuis que le Mali connaît de vives tensions sociopolitiques.
Et ce reportage de Kemazou Mathilda et Jean-Paul Chouniat met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day to you, Julien Bedbisai. Ladies and gentlemen, good day. We are happy you are with us on this second segment of news in the English language. Separatist fighters in Nguti subdivision of the Kupe Maninguba in the southwest region of Cameroon have abducted or kidnapped some 2 sanitation workers of the Nguti Council. The 2 persons were assigned by the council to clean the council premises ahead of a council session that took place in that part of the southwest region of Cameroon after several months. It should be recalled that the council session will finally take place under high security with the presence of elements of the elite unit of the National Defense and Security Forces, during which the mayor called on separatists to deposit their arms and come to be part of the Nguti Council. More with Derek Jato, who traveled from Boya to Nguti. Sanitary and security atmosphere around Nguti Council. The 2019 Administrative and Management Accounts session is holding in these premises, and the element of the elite unit of the Cameroon Armed Forces are strategically stationed as Chakwi Jean-Marie, the senior divisional officer for Kupe Maninguba Division, makes his entrance through the thick vegetation. The separatist fighters, sources say, K abducted 2 sanitary council workers who were charged with cleaning up these council premises ahead of today's session. The separatist fighters don't want any meeting here, but Mentong George Eno, mayor of the Nguti Council, sent words to them to instead come and be groomed for leadership and to be able to take over from where he must have ended. I'm not going to remain as a mayor for life. We'll sit down over this and if they stay in the bushes, how are they going to learn from other people? For the council is their own house, and they should support any developmental strive for a better Nguti. Then the council session proper. While congratulating Mentong George Eno and his team to have been able to realize 80% of the 515,982,559 francs CFA for the 2019 financial year amid the Anglophone crisis, the senior divisional officer for Kupe Maninguba Division introduced and called on the Nguti councillors in particular and the sons and daughters of Nguti subdivision in general to implement the be-on-the-spot approach as a step to bring Nguti subdivision back on its feet. And I want to see this opportunity once more to call for the mobilization of Nguti Council to come back in the native land. Things are coming gradually back to normalcy. There is no reason that people will continue to be staying outside. And I want to make a special appeal to my young brothers who are still in the bushes. I'm asking them to come out and to see the soft hand straight to them by Excellency President Paul Biya. The session was twinned with the installation of Mentong George Eno as the mayor of Nguti Council, his 2 deputies, and also the installation of committee members. You are officially installed as member of this committee. The littoral region of Cameroon remains the second hardest hit region with COVID-19 across the Republic of Cameroon and after the central region. According to the littoral regional delegates of public health, some 2,700 confirmed COVID-19 cases have been recorded across the region, with over 94 persons killed by COVID-19 since its outbreak in Cameroon. The 94 have been killed within the littoral region. The littoral regional delegates of public health was revealing these statistics in Douala while receiving some anti-COVID-19 kits donated by the World Health Organization. Innocent as it tells us more in the following report. Littoral remains the second region of Cameroon seriously hit by the coronavirus pandemic. Let's say that for our region now we have up to 2,700 cases of COVID-19 and almost 2,000 recoveries. So, and
94 deaths. To the Littoral Regional Delegates of Public Health, there is absolute need to embrace COVID-19 material assistance from the World Health Organization as a quarter of the 183 oxygen concentrators the organization offered the Ministry of Public Health. So I think that with this gift, we will try to improve the taking care of those patients so that will reduce much more the number of deaths and improve the taking care of those patients. This donation from the World Health Organization includes 20 oxygen concentrators, face masks, thermoflashes, and care gloves. The materials will also be made available in universities in the Littoral region. The Faculty of Medicine in the University of Douala will receive 10,000 face masks, 5 thermoflashes, and 4,000 care gloves. The Douala State Nursing School will receive 5,000 masks and 3 thermoflashes. World Health Organization has reiterated its commitment to support the government of Cameroon in its response plan to knock out the COVID-19 pandemic, which continues to infect thousands and claim lives in the country. The first ever diocesan priest from Nkwen village in the Mezam division of the northwest region of Cameroon, ordained recently, has recently celebrated his first and Thanksgiving Mass at the Fotu Parish in Nkwen in the northwest regional chieftain Bamenda. Reverend Father Elvis Tamasang has been named the Ntunwe, meaning the messenger of God, by the Fon of Nkwen, His Royal Majesty Fon Azefo III. Reverend Father Elvis Tamasang, while thanking God, reminded his village people that the journey to priesthood was not rosy. He has, however, guaranteed to serve God and his community faithfully and with determination. Listen to the man of God in the following extract selected by Innocent Aze. Today, I celebrated my Thanksgiving Mass back at my home parish in Nkwen, Futru. It is really a pleasure for me to thank God, particularly for this day. It's been a long journey. And it's not an easy journey, and I had it all through, and today I'm a priest. I thank God and I thank everybody who contributed. I'm very happy because I have all the support I need. Today, even within the context of the pandemic, coronavirus, even in the context of the crisis, I still find joy, and I see how people have brought themselves out. People are out to support me in their numbers and observing the measures of social distancing. But the love I can really see there. It's a challenge for me now, a priest. I was posted to work among the people of Batibo, particularly the parish, St. Thomas Aquinas Presbyterian Parish in here. So I'll be serving there, and of course, we know the area is a very area in the context of this Anglophone crisis. It's on a hitch, seriously. So I pray for those my Christians, and I ask for your prayers to pray for me for a good and committed ministry, to be happy and to bring happiness and the Spirit of God to the people I encounter. That's my wish, and I pray that it goes through. Thank you all. Traders of Barry Bakem, a locality in the Mungu division of the Littoral region of Cameroon, asking council officials to construct some stores at the market. They say they have been selling and portraying or displaying their goods on the soil, on the ground, at a time when COVID-19 pandemic in Cameroon is demanding Cameroonians to keep things in hygiene, that is in hygienic conditions. More with Immaculate Fogwe. Tomatoes, fruits,
fish and vegetables displayed on the floor begging for buyers at the Barry Bakke market in the Mungo division, Lithra region of Cameroon. Street food vending has become an important public health issue and a great concern to everyone. The limited number of stalls found in the market has greatly encouraged the activity. Selling in an open air area is really difficult. During the dry season, the sun is overhead, and during the rainy season, we are forced to go seek for shelter alongside our goods. Sometimes we get really sick due to the situation. Added to the problem of insufficient stalls built at the Barry Bakke market, the bad state of the road leading to the Kam waterfall is affecting the tourism sector of the area. We are waiting for municipal authorities to carry out developmental projects in touristic sites, especially at the Kam waterfall. The aforementioned challenges were raised during the municipal council session with plans of addressing the difficulties made. The council is already drafting a project. We plan carrying out construction works in the market. We call it plan constructing the road heading to the Kam waterfall next year. The population of Barry Bakke hope that municipal authorities will keep to their promise by tackling their challenges soonest. And that's where we end this edition of the Bilingual News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Julien Bedbissa and I will be leaving you, but at 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. the full newscast will be coming up in the French language. We shall be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Rendez-vous formé 7 heures demain s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.